Si la persévérance et la détermination avaient un nom, ce serait Ridouane Abagri. Ridouane a lancé Digital College. Première année, 4 élèves. Deuxième année, 15 élèves. Il y avait de quoi jeter l'éponge, mais non. Ridouane a continué et aujourd'hui, c'est 4500 élèves qui lui font confiance. Nous vous emmenons dans son histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'École des Boss. L'École des Boss, c'est un invité, une masterclass. Et aujourd'hui, mon invité est exceptionnel, comme à chaque fois, mais là, avec une petite attention particulière. C'est un vrai coup de cœur entrepreneurial. Il s'appelle Ridouane Abagri. Il a créé Digital College. Digital College, c'est simple. Vous tombez sur une vidéo de Digital College. Vous voulez retourner à l'école. C'est génial. Comment ça va, Ridouane ? Ça va très bien et toi ? Tu vas bien ? T'es bien là ? T'es bien assis ? Bien, c'est mignon, c'est cosy ici. C'est sympa, hein ? J'étais bien reçu, non ? C'est cool. Ouais, tu vas voir, c'est que le début. On va parler de ton parcours entrepreneurial. On va parler du cheminement vers la réalisation de son projet. C'est vraiment ta masterclass. C'est ce que j'avais envie que tu nous racontes aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler déjà de ton histoire personnelle ? Parce que avant de parler de l'entrepreneur, je veux parler de Ridouane. Ridouane, c'est qui ? Ridouane, c'est un garçon, comme tout le monde, qui a grandi dans une classe populaire, qui a fait des études classiques, normales, un bac, la faculté avec un job étudiant chez McDo. J'ai commencé chez McDonald's. D'accord. Et déjà, les burgers étaient bons, ça va ? Ouais, c'était très bon. En plus, j'ai commencé en cuisine après les frites et après devant. C'est une bonne formation. C'est une très bonne école et je pense que ce que j'ai appris au McDo à l'époque m'a beaucoup servi aujourd'hui. Et au McDo, j'ai très vite évolué. J'ai été manager à 18 ans. J'ai eu beaucoup, avec la fac à côté, j'ai eu beaucoup de chance. Mais aussi, j'ai eu un accélérateur d'expérience. Donc, vu que je suis passé manager, après assistant de direction, etc., j'ai vu que le format salarié m'allait pas. Je sentais que c'était pas fait pour moi, c'était pas dans ma dynamique, dans mon mindset, dans mes valeurs. Et je pense que je suis une personne qui avait besoin de réaliser, d'accomplir quelque chose. Et je me suis dit, bon, là, au bout d'un moment, j'avais 22 ans, j'avais fini mes études. J'ai dit, bon, Ridouane, faire autre chose. Donc, je me suis lancé en tant qu'indépendant sur des petits business au début. Parce qu'au début, voilà, les premiers business qu'on va monter, c'est souvent des brouillons de notre ultime business. Et j'ai expérimenté, j'ai tenté des choses. Bon, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de petits succès. Et au fur et à mesure, je suis tombé par accident dans l'éducation. C'est-à-dire que, en fait, je partageais mes expériences dans des écoles de commerce à Paris. Ouais. Et pendant un cours, un jour, mes étudiants, ils m'adoraient, on avait une belle relation parce que j'avais beaucoup de proximité avec eux. Et ils m'ont dit, Monsieur Abagri, pourquoi vous ne créez pas votre école ? Et c'est vrai que je suis rentré chez moi, la première semaine, ça m'a pas interpellé. Mais l'été d'après, quand je suis parti en vacances, je me suis dit, cette phrase me trottait dans la tête. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne crée pas mon école ? Parce que pour moi, c'est vrai que l'école, c'est quelque chose de très complexe à faire, parce que administrativement parlant, c'est une bureaucratie très complexe. Ouais. Il faut vraiment avoir des connaissances. Il faut aussi du réseau. Il faut aussi savoir comment fonctionnent tous ces schémas complexes. Et c'est vrai que je pense que c'est un des domaines qui peut décourager très vite lorsqu'on se lance. C'est drôle parce que quand je t'entends parler, d'abord je me dis. Je te crois pas quand tu dis mon ultime projet. Parce que tu es un entrepreneur qui fourmille d'idées, tu as toujours des nouvelles idées. Bien sûr. Je pense que tu as encore plein de projets à réaliser. Encore beaucoup. On peut donner ton âge. Bien sûr. Ouais. J'ai 35 ans. Tu as 35 ans. Tu as 35 ans et tu as créé une école. À la base, il y avait 6 élèves ta première année, on va y revenir. C'est ça. Et puis aujourd'hui, tu en as ? Là, il y en a en tout un peu plus de 4000. Un peu plus de 4000. Chemin de dingue. Donc, quand tu me dis ultime projet, j'ai l'impression que tu essayes de te calmer un petit peu dans cette volonté d'entreprendre qui est permanente chez toi. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnalités, on est un peu des serial entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est vrai que dès qu'on monte un projet, on aime bien en monter d'autres à côté. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire ça au début, parce qu'au début, quand on apprend l'entrepreneuriat et que on voit que ça prend déjà beaucoup de temps, on se dit si on multiplie ça par 2, par 10, c'est très compliqué. Après, on se rend compte avec la courbe d'expérience, la courbe d'erreur et cette fameuse pédagogie qu'il y a autour, en fait, on se rend compte qu'on ne travaille pas de la même façon et qu'en fait, on a compris des choses, on a eu des déclics et qu'on connaît la route de certains succès. Donc, on va les reproduire naturellement sur les business qu'on connaît et après, on va être attiré par des business qu'on connaît moins et on va essayer d'apporter justement une valeur ajoutée par rapport à nos premiers business. Et alors, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que finalement, tu m'as dit un jour, j'ai créé cette école parce que c'est l'école que j'aurais aimé avoir. C'est exactement. Et c'est vrai que quand on parcourt les couloirs de ton école, on est dans un concept qui est complètement atypique, complètement inédit, où il y a une mixité, où il y a une liberté, où il y a un truc assez fou. Et j'ai l'impression que ça fait exploser la créativité de tes élèves, mais on n'est pas comme dans les autres écoles.
C'est une école particulière parce que justement, lorsque j'ai voulu monter Digital College, j'étais à la plage à Saint-Raphaël. C'est là-bas que t'es venue l'idée? C'est là-bas que m'est venue l'idée. J'avais lu un magazine de l'Express où il y avait une étude sur les métiers du digital dans les 10 ans. Et là, je me suis dit, bon, il y a un filon, il y a quelque chose, c'est le moment de te lancer, de créer ton école. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, créer une école, c'est bien, mais moi, là-bas, j'aime pas l'école. C'est-à-dire, moi, quand j'étais étudiant, j'aimais pas aller à l'école. Les étudiants, là où je donnais mes cours, je savais qu'ils aimaient pas plus l'école que ça, parce qu'ils trouvaient ça trop formel, pas assez ouvert, c'était trop bureaucratique, trop classique, trop mature. C'était pas une expérience qu'ils recherchaient. Ils faisaient ça parce que c'était obligatoire d'avoir un diplôme. En France, un diplôme, c'est un passeport. Si t'as pas de diplôme, faire une carrière derrière, c'est très compliqué. Donc, je me suis dit, comment on peut faire pour justement créer une école qui va être différente des autres. Donc déjà, c'est pour ça que le fameux nom Digital College n'est pas le nom d'une école commune. En général, les écoles, c'est des sigles, c'est des longues phrases. Donc, vu que c'était du digital, je me suis dit, bon, on va mettre le mot digital. Et vu que je me suis associé avec le Collège de Paris, qui s'appelle le Collège de Paris, j'ai dit, on va faire, lui, il y a un caractère très, très français dans le nom. Nous, on va vouloir une culture hybride, une culture française, mais aussi anglo-saxonne. Je me suis dit, Digital College. En fait, c'est venu tout seul. Et comme les digital natives aussi. J'étais autour d'une table avec mon associé Olivier, et c'est venu naturellement. Je dis, c'est ça, c'est le nom. C'est le nom. C'est ça. Et aujourd'hui, ce nom, c'est le projet de ta vie. Est-ce que, justement, donc le concept de l'émission, c'est que tu nous donnes aujourd'hui une masterclass. Il y a plein de personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie de réaliser leur projet, qui ont envie de réaliser leur rêve, qui savent pas trop par quoi commencer. Toi, tu le dis, ça vient de ton histoire personnelle, ça vient de ta vision de l'école. T'as eu envie de créer quelque chose qui te ressemblait. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers temps, au moment où t'as l'idée, tu passes par un chemin très 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 compliqué administrativement. T'as pas de découragement? Parce que c'est quand même le sujet premier chez les entrepreneurs que je rencontre. Ils sont découragés au début parce qu'il y a une montagne de choses à faire. Alors effectivement, tu commences avec beaucoup de découragement, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de pression. Parce que c'est vrai que quand tu commences une activité, quand tu commences surtout une activité avec une grosse ambition, tu es sous les projecteurs. C'est vrai que tu as beaucoup de gens qui souhaitent ton bonheur, mais tu as beaucoup de gens qui souhaitent ton malheur. Et c'est vrai que la gestion de ces émotions-là, c'est toute cette gestion sociologique que tu vas avoir autour. Tes amis qui vont t'accompagner, tes amis qui vont plus t'accompagner, les gens qui vont te voir autrement, qui vont te traiter différemment, ta vie sociale qui se décale, parce que les gens ils se rendent pas compte, mais c'est vrai que quand on entreprend un premier business, le plus dur c'est le début. Mais en fait, on se rend compte après avec l'expérience que c'est le plus facile en vrai. Parce qu'en fait, créer une boîte, créer une marque, c'est très facile. Après, la faire vivre, la faire survivre, c'est ça qui est le plus dur. Mais c'est un réflexe, tu as l'impression, avec tous les projets que tu pilotes. Moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un sentiment que j'ai. À un moment, on acquiert ce réflexe, ça veut dire qu'on sait monter une boîte, on sait par quoi on va passer, on sait le chemin qu'on va devoir parcourir et donc ça devient plus simple. Est-ce que ça veut dire que les gens qui s'entraînent aujourd'hui, on peut les rassurer en leur disant « Tu vas voir, ta première boîte, peut-être qu'elle ne marchera pas, mais après, tu auras acquis les bons réflexes ». Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de réussite sans échec. Donc, tu es obligé de passer par cette case-là, par cette case où il va y avoir de la frustration, il va y avoir aussi de la solitude. Parce que c'est vrai qu'au début d'entrepreneuriat, quand même, tu te sens énormément seul. Tu l'as vécu comment, cette solitude, toi ? Je l'ai plutôt bien vécu parce que je suis solide mentalement et je pense que le mental est très important dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que tu te retrouves à m'endormir, à te dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fonctionne pas, parce que malgré le succès d'aujourd'hui de Digital College, ça a commencé par un gros échec. Les premiers temps étaient très difficiles. La première année, comme tu l'as dit, moi j'avais fait un logo, j'avais une énergie, une motivation de malade. J'allais partout, je faisais des salons et ça prenait pas. Parce qu'en fait, vu que c'était un modèle nouveau d'école, en fait, ça faisait peur aux gens. Fallait convaincre. Fallait rassurer. Et fallait les rassurer. Et pour ça, c'est un autre travail et ça demande 2 fois plus de force. Quand toi, tu es là sur un marché où tu as des écoles implantées qui ont une très grosse force de frappe. Et une grosse réputation. Et toi, tu arrives de nulle part et tu dis, je vais révolutionner. Voilà, il faut rassurer. Il y a aussi, même si maintenant les jeunes sont plus autonomes qu'avant, les parents aident beaucoup dans le choix. Internet est beaucoup là pour voir un peu ton histoire, etc. Mais quand tu n'as pas d'histoire, quand tu as juste une phrase, une ambition, c'est compliqué. Et la première année, ça a été un flop total. Alors, justement, moi, je voudrais revenir à cette première année et à toi en tant qu'entrepreneur pour que les gens puissent s'identifier à ce parcours qui a été le tien. Tu le racontes, tu dis c'est une affaire de solitude, ça a été un flop total. Il fallait être musclé mentalement. Comment on se muscle mentalement ? Comment tu t'es musclé mentalement ? Pour se muscler mentalement, déjà, il faut se préparer au pire.
D'accord. Moi, je pense que... Est-ce qu'il ne faut pas dédramatiser le pire, justement? Il faut dédramatiser, mais après. Il faut se dire, bon, au pire des cas, ça va être ça. Bah, derrière, si t'arrives pas, ça veut dire que peut-être que t'es pas fait pour ça, que t'es pas là au bon moment. Tu retrouveras un travail, il y a toujours une solution, quoi. C'est pas ça ne veut pas dire que tu es mauvais. C'est ça, c'est pas la fin du monde, il y a toujours des solutions et il faut relativiser, se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un brouillon, c'est un test, mais au moins, faut choisir entre les regrets et le remords. Après, il y en a qui prennent aucun des deux, il y en a qui prennent les deux. Je dis, moi, je tente tout. Je tente tout, je donne tout et après, on verra. Et c'est vrai que tu te sens seul au début parce que quand tu lances une affaire au début, tu as beaucoup de force autour de toi. Tu as les gens qui sont là, ils sont motivés, ouais, ça va, c'est génial, ton idée elle est superbe. Après, les idées des uns et des autres, c'est bien, mais le marché, c'est autre chose. Et c'est le marché qui dicte la loi. C'est pas tes amis. C'est pour ça que, attention à ce que je veux dire, mais je dis souvent, les conseils des proches, il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce qu'il faut pas leur donner cette responsabilité de choisir pour toi. Quand tu fais un choix, c'est vraiment en âme et conscience en disant, je fais ce choix, je réussis. Effectivement, je peux réussir collectivement, mais si j'échoue, c'est juste ma faute, c'est mon choix, et c'est les choix que j'ai faits, rien d'autre. Et après, puis c'est important que ce soit son choix. Après, c'est important, effectivement. Et c'est vrai que moi, la première année, quand j'ai lancé ça, quand j'ai lancé Digital College, ça a été très compliqué parce que le téléphone ne sonnait pas. Ouais. Tu mets des annonces, tu fais tout bien. Ouais. Tu es organisé. C'est l'année de ma vie où j'étais le plus organisé. Donc tu organises des choses de façon méthodique, tu fais de la gestion de projet, tu fais tout ce qu'on voit sur Internet, mais ça marche pas. Et c'est là que je te rends compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est plus complexe que ça. Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est pas des cases. L'entrepreneuriat, c'est pas une méthodologie, même s'il y en a pour réussir et qui aide beaucoup les entrepreneurs. Mais au début, tu te rends compte que t'as beau remplir des cases dans ton manuel, ça ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, là, il n'y a plus personne. Alors, c'est intéressant parce que tu dis quand ça fonctionne pas, il n'y a plus personne. L'entrepreneuriat est une affaire de solitude, tu le dis. Mais franchement, quand tu arrives, tu dis qu'il faut se préparer au pire. Quand tu arrives dans ton école, il y a 6 élèves. Ouais. Tu sais que tu vas pas rentabiliser ton année, tu sais que ça va être très difficile. Tu es déjà dans un scénario un peu catastrophe. Oui. Donc à ce moment-là, est-ce que tu te dis pas j'arrête tout de suite? Qu'est-ce qui te fait passer à l'étape d'après là? Franchement, ça je veux savoir. Alors, prépare-toi parce que là, la suite c'est encore pire. C'est vrai. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, c'est un nouveau concept, c'est la première année, il faut prendre son temps. Moi, les étudiants, c'est moi qui fais la rentrée, un kick-off dans une salle de 14 mètres carrés. Je leur explique, c'est les gens fondateurs, ce qui est vrai, et que je leur demande de me faire confiance, et je les remercie de leur confiance. Et du coup, là, j'avais fait venir des grosses têtes du digital, j'avais réussi à faire venir des intervenants assez sympas, de très grosses marques, de très gros réseaux. Et du coup, les premiers étudiants, ils ont vraiment kiffé leur expérience, je pense, par rapport à ça. Mais ce qui a été le plus dur, c'était la deuxième année. Ouais. Parce que la deuxième année, on a fait 15 étudiants. Ok, ça veut dire que tu t'attendais à ce que ça aille franchement mieux et que toute cette moi je pensais qu'on allait décoller. Toute cette fatigue, toute cette énergie déployée allait payer. Et là, tu as cette déception. C'est ça, parce qu'en fait, moi j'avais le mindset, le travail paye. Voilà, j'avais aussi le mindset de me dire, voilà, il faut déterminer, il faut être persévérant. Mais en fait, la deuxième année, c'est là où j'ai commencé à douter. Mais alors, juste avant de passer à la suite, quand tu dis le travail paye, tu y crois maintenant aujourd'hui? Oui et non. Oh, ok. Oui et non. Pourquoi? Oui et non. Parce que j'ai vu des histoires où les gens qui ont travaillé beaucoup plus que moi, et vraiment, il y en a, ça n'a pas payé parce que la vie, elle est injuste en fait. Et quand tu es entrepreneur, tu dois t'habituer à cette réalité-là. D'accord. Il faut composer avec. Il faut composer avec, il faut rester positif par rapport à ça. Et des fois, il faut se dire peut-être que tu as gagné du temps dans cet échec. Ça t'a permis de voir des choses, de comprendre des choses sur toi-même, d'évoluer toi-même, de grandir toi-même et de faire les choses autrement. Mais c'est pas ton chemin. Mais c'est pas ton chemin. Moi, je pense que le travail paye pour beaucoup. J'ai vu des gens qui travaillaient pas, que ça payait. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a la bonne idée, le bon calibrage dès le début. C'est ça. Après, parfois, tu as des astres qui sont alignés. Et j'ai vu des gens vraiment bosser très dur et pas réussir. Et ça, je pense, c'est le pire scénario. Et c'est là où tu te poses des questions parce que 1 an, tu peux te rater. Tu peux te dire, bon, ça n'a pas marché, ça va fonctionner la deuxième année, mais t'engages des frais, Comment tu survis cette année-là? Parce que je veux dire, 6 élèves, moi, je projette facilement. Alors moi, je bossais à côté. Je bossais à côté. Je bossais je donnais des formations, j'animais des formations à côté pour pouvoir vivre et survivre, pour pas me priver non plus. Et Digital College, je savais que c'était une société qui allait, où j'allais pouvoir me payer mais beaucoup plus tard, donc j'étais pas pressé par rapport à ça, mais ça engageait des frais. C'est-à-dire que tout ce que je gagnais personnellement, je le mettais. Dedans. Voilà. Ouais. Je mettais dedans pour lui donner la chance de survivre. Parce que parfois, c'est comme une voiture. Si tu veux pas d'essence, ça avance pas. Ouais. Et j'ai mis de l'argent, j'ai fait plus de communication, j'ai fait plus de choses. Tu y croyais? J'y croyais et j'ai eu un moment de doute. Ah, et alors, qu'est-ce qui t'a appris ce moment de doute? Quand tu fais une deuxième rentrée, tu as 15 étudiants. Ça veut dire que tu vas avoir un deuxième bilan où tu rentres pas dans tes frais.
Voilà, on sait ce que c'est quand tu vas devoir continuer à travailler à côté tout en développant. Tu vas devoir continuer à travailler. Est-ce que l'énergie dépensée, l'argent mis dedans, le sacrifice de ta vie sociale, parce que les débuts, on a beau dire ce qu'on veut, même si quand tu es un entrepreneur chevronné, tu arrives à conjuguer vie privée et vie professionnelle, quand tu fais ta première affaire, c'est très compliqué. Tu bosses le week-end, tu bosses la nuit, tu te réveilles à 3h du matin avec des angoisses nocturnes. Dans ta tête, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis est-ce que je fais bien. Des fois, tu te dis est-ce que je me mets en danger, est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi. Enfin, tu te remets en question. Ça me parle. Ça me parle. Tu te remets en question énormément. Bien sûr. Et quand tu arrives au bout de 2 ans et que tu vois aucun signe de victoire, parce que 15 étudiants sur une deuxième année, c'est pas dans les stades d'une école, tu te dis mais en fait, soit t'as rien compris, soit t'es un génie du travail à retardement. Ouais. Mais moi, il y a une période. Soit t'es sur le parcours du chemin du champion. C'est ça. Parce qu'avant de devenir champion du monde, Messi ou je sais pas Nadal, tu perds quand même un certain nombre de fois. C'est ça. Et la question que tu te poses, tu te dis est-ce que je m'obstine ? Ouais. Et là, tu te dis si je m'obstine, c'est dangereux parce que ça veut dire que j'ai perdu toute rationalité, toute lucidité. Parce que c'est très dur pour un entrepreneur, surtout au début, de voir entre l'obstination et la détermination. La frontière, elle est tellement fine que... Et alors ça, forcément, je m'arrête dessus parce que les entrepreneurs sont très préoccupés par cette question au départ. À partir de quel moment on considère que c'est de l'obstination et à partir de quel moment c'est de la détermination ? Comme tu dis, la frontière, elle est fine. Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre, toi ? Moi, il y a 2 choses qui m'ont fait réagir. Je me suis dit, bon, même si on est une école différente, le marché, il est là, il est présent. Si tous mes concurrents réussissent, pourquoi moi je réussis pas ? Ouais. Donc la première question que je me pose, je me suis dit bon, c'est pas un problème d'obstination, c'est peut-être un problème de moi que je dois remettre en question certaines choses. Et là je me suis dit bon, t'es une école différente, ça veut dire que tu dois communiquer différemment, ça veut dire que tu dois faire les choses différemment. Et peut-être que j'étais trop classique, et peut-être que j'ai cherché trop à imiter les autres. À imiter. C'est ça. Et là je me suis posé, j'ai dit bon, on va faire autrement. Là je me suis dit je vais mettre table rase. Je vais tout arrêter comment je fais. J'arrête de faire quoi que ce soit pendant 1 mois. Je laisse la machine se mettre en reset, l'ordinateur se refroidir un peu. Ouais. Après, je me remets dessus. Réinitialiser. C'est ça. Et je me rappelle parce que j'avais Drissa qui avait commencé avec moi, qui était en alternance. C'était un assistant, un business, donc un assistant commercial. Qui est encore là aujourd'hui. Qui a animé à tes côtés le kick-off. Qui anime tous nos événements et qui est le directeur du campus de Lyon. C'est génial, c'est une belle histoire. C'est ça. Et je me rappelle parce que même lui, le pauvre, le téléphone sonnait pas. Je voyais qu'il se donnait à fond. Et je me rappelle, c'est là que j'ai senti que je doutais parce que j'avais négocié avec une école partenaire pour que si Digital ne survive pas, de l'embaucher. Et ça, je me suis rendu compte, ça Iridan, t'as peur. Je sais par contre, si t'as peur, ça va pas le faire. Ouais. Et ça que le mental... Pour un leader, ça doit jamais avoir peur. Si, tu peux avoir peur, mais il faut savoir contrôler sa peur. Et quelle est la nuance entre la peur et le doute ? C'est-à-dire que la peur te paralyse. Ouais. Et si tu n'arrives pas à gérer cette paralysie, là c'est dangereux. Parce que si tu ne gères pas une paralysie qui est petite aujourd'hui, comment tu vas faire pour gérer une paralysie quand tu auras une boîte qui fait 10 millions, 20 millions, 50 millions Ça veut dire que ton mental, même s'il a le temps de progresser, d'évoluer, il faut être fort maintenant. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à vivre dans le passé ou dans le futur, mais l'entrepreneuriat t'apprend à vivre dans le présent. Okay. Et ça, c'est une vraie vérité. Et j'ai subi cette vérité. Et avec ce fameux Drissa, donc je me suis posé, je dis bon, je vais faire différemment. Et je me rappelle, j'avais rencontré une personne qui faisait des concours d'entreprise entre écoles. J'ai dit bon, on va aller prouver au monde, au marché, que notre école n'est pas moins bien, mais que notre école est même meilleure que les autres. On a commencé à participer à des concours inter-écoles. Et on a commencé à fonder des écoles comme HEC, PSB, enfin toutes les plus grandes écoles sur des challenges. Et je dis, on va participer à tous les challenges digitaux. Voilà, challenge Microsoft, challenge Apple à l'époque. Tu voulais te prouver à toi-même et prouver à tes élèves. Je voulais prouver à mes étudiants que leur enseignement, ils n'avaient pas à rougir parce qu'ils avaient les meilleurs qui leur donnaient des cours sur leur domaine. Et je voulais montrer aussi au monde qu'on existait. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu crées une entreprise, tes concurrents, ils s'en foutent de toi parce que t'es tout petit, enfin, t'existes même pas pour eux. Et en fait, tu sais que t'existes quand ils commencent à te regarder et à regarder ce que tu fais. Et tu vois, Ridouane avec qui et comment. C'est quoi cette nouvelle école? C'est quoi cette petite école? C'est ça que je te rends compte qu'il commence à avoir un truc qui se passe. Et on a participé à des concours. Et le concours qui nous a fait décoller un peu en visibilité, c'était le concours Happen. C'était une application de rencontre comme Tinder. Et il y avait... c'est marrant, ça. C'est ça, ouais. Il y avait 600 équipes de différentes écoles qui avaient participé. D'accord. Donc c'était le Tinder de l'entrepreneuriat des écoles, quoi. C'était comme Tinder, sauf que c'était quand tu croisais dans la rue quelqu'un, c'était mémorisé et tu pouvais le recontacter le soir. D'accord. Et vu que c'était nouveau, ils avaient mis un concours en place pour que les étudiants réfléchissent à une stratégie digitale.
Mes étudiants m'ont dit, ouais, mais je sais pas si on va réussir, je sais pas quoi. Et je vois que même eux, ils doutaient. Et là, je me dis, bon, là, il faut vraiment qu'il se passe un truc pour... La capitaine d'équipe. Pour débloquer tout ça. Donc, du coup, je m'en suis occupé personnellement. On en a fait en sorte de monter le concours. Et on a présenté 2 équipes. Ces 2 équipes sont arrivées dans le top 10. D'accord. Pour commencer. Donc, j'ai la première grande victoire. Mais ils étaient contents. Enfin, il s'est passé quelque chose. Et une des 2 équipes est arrivée dans le top 4. Et là, il fallait les pitcher devant le PDG, devant la directrice marketing, devant tout le monde. Donc, je leur apprends à pitcher, je leur dis voilà, les codes, je leur dis comment les convaincre, comment se différencier. Et je leur ai dit, vous êtes Digital College, vous êtes les rois du digital. Et en fait, ils avaient peur parce qu'il y avait HEC en phase 2, il y avait PSB, il y avait d'autres écoles aussi, mais c'est les 2 que je me souviens. Et pour eux, c'était inconcevable de battre ces gens-là. Parce qu'il y avait ce complexe d'infériorité. Bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit, ne regardez pas eux, faites votre taf, et après on verra. Je fais, même si vous arrivez 4e, déjà c'est une grande victoire, mais je dis, vous allez arriver premier. Je dis, je le sens, je sens qu'il va se passer un truc. Et je sais pas pourquoi je le sentais. Et ils sont arrivés premiers. Ils ont gagné 5 000 €, c'était le challenge, donc ils étaient contents. Ils sont partis ils ont surtout gagné. Ils ont gagné, et du coup, ça leur a donné une confiance. Et là, toi, ça t'a redonné confiance? Moi, ça m'a redonné confiance, bien sûr. Ça m'a redonné confiance parce que on était dans une phase de changement, dans une phase d'action où vraiment je changeais ma routine, où j'essayais de faire des choses. Je dis bon, je vais faire des choses qui se font nulle part. Je vais essayer de tenter de nouvelles choses. Et au bout d'un moment, là, le travail paie. Le travail différent paie. Le travail, quand tu regardes avec d'autres paradigmes, ça peut aussi payer plus vite. Mais ce que j'entends dans ton message, et ça va au-delà de juste le travail paye, c'est que tu as réussi à convaincre des élèves qui n'avaient finalement pas confiance en eux, qu'ils étaient capables autant que les autres et que ton école n'avait absolument pas à rougir des autres parce que derrière, il y avait une vraie qualité. T'avais construit, bâti quelque chose, donc t'avais vraiment confiance dans le contenu éducatif que t'avais mis en place. Ce que je voulais leur montrer surtout aussi, c'était que la réussite, effectivement, on peut l'avoir plus facilement par rapport à différentes choses. Voilà, la famille d'où tu viens, le parcours que tu as, ton process de socialisation, sur différentes choses. Mais surtout, il y a une chose qui est fondamentale, quoi qu'il arrive, il peut se mériter aussi. Et pour qu'il se mérite... Retour à la méritocratie pour toi. C'est exactement ça. C'était de la méritocratie. Ça nous manque un peu dans la société. C'est ça, oui. Ça nous manque énormément, mais... Tu l'as remis au cœur. On l'a remis au cœur, en tout cas, dans cette école-là. Et j'aurais dit, votre victoire, vous l'avez méritée. C'est pas l'école, c'est pas moi, c'est pas les autres qui regardent, c'est vous qui avez gagné. On a juste été un petit vecteur, un truc qui a changé, qui vous a accompagné. Mais c'est vous qui avez fait les choix, c'est vous qui vous êtes présenté, c'est vous qui vous êtes battu, vous avez gagné. Et du coup, même eux, ils ont commencé à avoir le projet, à prendre confiance. Et en fait, je sais pas ce qui s'est produit, pour être honnête avec toi. Je pense que c'est peut-être l'accumulation, peut-être des choses qui dormaient, qui sont activées. On a commencé à voir le téléphone qui sonne. L'alignement des astres. C'était parfait. Ou l'alignement des actions. L'alignement des actions, peut-être la récompense d'actions à retardement. Peut-être ce fameux travail qui paie à très gros retardement. Mais par contre, c'est comme si en quelques mois, on a rattrapé nos retards de 2 ans. Ça, c'est super. D'un coup, notre téléphone a sonné. D'un coup, on avait des gens en session d'admission qui venaient. D'un coup, on entendait parler de Digital College. D'un coup, on entendait des questions. C'est qui Digital College? C'est quoi Digital College? Et là, on a senti qu'il y avait une pente. Vous avez commencé à être regardé par les autres. C'est ça. On a eu beaucoup de critiques, effectivement. Mais moi, j'étais content de ces critiques. Mais ne critiquer que celui qui fait. Je disais à mon équipe, tous les gens qui étaient autour de moi, je disais, mais je suis content qu'on nous critique. Bien sûr. Ce qui est pire, c'est quand vous n'existez pas. Je fais donc, quand vous critiquez, vous existez, et c'est un sentiment. Enfin, les gens, ils disent que je suis fou quand je dis, mais c'est un sentiment de bien-être. Tu vois, c'est. Du bien-être. je me disais sentiment agréable, mais alors toi, t'es sur le bien-être. C'est du bien-être. C'est du bien-être parce que tu te dis, t'as réussi. T'as réussi quelque chose. T'as réussi un premier step. C'était une façon pour toi d'évaluer déjà le. C'est comme si pendant 2 ans, tu toques à la porte, on t'ouvre pas. Et d'un coup, en fait, il y a personne qui t'ouvre la porte s'ouvre toute seule. Et tu rentres. Et là, tu commences à te battre. Et là, tu commences à avoir... Et tu vois un nouveau paysage, des nouveaux paramètres, des nouveaux arbres et des nouveaux... Et là, tu commences à être dans un autre combat, tu commences à être dans d'autres techniques, tu commences à être vraiment dans une nouveauté et comme un sentiment d'illumination, tu te dis, il y a soleil, ça y est, ça arrive, c'est là, faut le saisir. Alors, c'est hyper intéressant parce que sur donc la première phase de ce cheminement vers la réalisation de son projet, on voit vraiment que d'abord, tu as l'idée, ensuite, tu tentes de la réaliser, de la construire, de convaincre. De faire en sorte que les gens adhèrent, commencent à s'inscrire. Donc là, tu es assis à cette porte-là. Les gens commencent à te reconnaître, les gens commencent à se poser des questions sur ce que tu fais. Tu commences à avoir le téléphone qui sonne, tu commences à avoir les clients, etc. Mais ça veut pas dire que tu es arrivé au bout du projet. C'est-à-dire que tu as posé, elle est une des 4 fondations nécessaires à la solidité de ton projet. C'est quoi l'étape d'après ?
Alors pour moi, c'était vraiment le commencement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 2 ans de retard. Ça, c'est clair et net. Et après, le but, c'est Koh-Lanta. T'es sûr que c'est du retard? Je sais pas. Je pense qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Mais je dis 2 ans de retard parce que ça a été très long. Ouais. Parce que 2 ans... C'est particulièrement long pour toi. Ça a été très long pour moi. Ces 2 ans, j'ai appris de vivre 10 ans parce que l'espace-temps est différent selon ton émotion. Ouais. Le bonheur passe très vite, mais le malheur est très lent. Et ça, quand tu gères le malheur, c'est des sentiments parce que ça te conditionne, ça peut te rendre aigri. Ouais. Après, vu que moi je suis quelqu'un de nature optimiste, on m'a jamais vu aigri et jamais été aigri, je le serai jamais. C'est important de toujours rester optimiste quoi qu'il arrive. Mais oui, ça a été très long. Il y a des moments où tu as pleuré? Ça m'est déjà arrivé de pleurer. À ce moment-là, dans cette phase-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as tellement douté que tu as pleuré, que tu as jeté l'éponge, que tu t'es senti au bout du rouleau? Je dirais pas que j'ai pleuré, mais je me suis beaucoup énervé, oui. Ouais. Mais quand j'étais tout seul, toujours. Ouais. Je m'énerve jamais en public. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais tout seul, là, voilà, je pouvais peut-être pas casser une table, mais exprimer ma colère, fallait sortir. Mais tu étais en colère contre quoi? J'étais en colère contre moi, tout simplement. C'était moi qui m'étais en colère parce que j'y arrivais pas. Et quand tu n'y arrives pas, je suis pas une personne qui va accuser les autres ou qui va accuser le coup. C'est pour ça que je dis que quand tu échoues, ça peut être que de ta faute. Donc je m'en voulais à moi-même. En fait, des fois, je me disais, t'es nul. Je me dévalorisais. Mais après, voilà, c'est un peu des zigzags de ce type d'émotion. Bien sûr. L'ascenseur émotionnel, tu connais. Le soir, tu arrives avec une confiance remontée à bloc et le lendemain matin, tu peux déprimer. Bien sûr. Et après, c'est pour ça que je dis que la vraie force mentale quand tu construis une entreprise, c'est vraiment la gestion de ces émotions-là. Voilà, C'est ce qui fait la différence pour toi au départ? Oui. C'est-à-dire la gestion de ces émotions-là, la ténacité que tu vas développer, cette résilience, cette envie de toute façon de continuer à rester aligné avec ton plan? Je suis persuadé que c'est ça. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu abandonnes, il est possible, comme moi, 2 ans après, tu te dis ça a marché 2 ans après. Ouais. Mais combien aurait abandonné avant? Et tu te dis, mais en fait, le succès t'attendait. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils démarrent, ils pensent que ça va démarrer tout de suite. Non, sauf que le temps de bâtir quand même la fondation de la maison, ça prend quand même un peu de temps. Et c'est bien que tu le rappelles. Ça prend du temps parce que, comme je disais tout à l'heure, quand tu commences, c'est le plus dur quand c'est ta première boîte, même si en vrai c'est le plus facile. Parce qu'en fait, je te rends compte, écrire des statuts, poser un dossier... C'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est pas ce qui est le plus compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les plus gros freins chez les jeunes. Moi, je avec mes étudiants de ma filière entrepreneuriale, ma filière start-up, je vois que ce qui les bloque le plus, c'est pas la créativité, c'est pas les idées. Ils ont la force de l'âge, ils ont la force aussi de l'action. Mais par contre, dès qu'il y a l'administratif qui arrive, ou le financier, là, c'est un autre problème. C'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu. Ouais. C'est l'inconnu. Et je pense que moi, j'ai pas fait cette erreur au début. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent perso. Mais c'est vrai parce que tu l'avais. Alors parce que j'avais économisé. Je travaillais à côté et j'économisais parce que si j'avais pu le mettre dès le début, j'aurais mis dès le début. Mais en même temps que j'avais créé Dijaka, je gagnais de l'argent à côté et je ponctionnais sur ce que je gagnais pour le mettre en temps réel. Je vais te poser une question parce que sinon mon audience va me reprocher de ne pas l'avoir posée parce que c'est une question qu'on me pose souvent. À partir de quel moment tu te dis je peux lâcher mon ancien job pour me concentrer à 100% sur ce projet qui à un moment te demandait 100% de ton temps? À partir du moment où tu sens que tu vas gagner ta vie avec. Comment tu le sens ça? Je sais pas, c'est une intuition. C'est quand tu commences à éponger tes dettes, c'est quand tu... Alors, j'ai jamais eu de dette, heureusement. Touche du bois. Parce que je suis superstitieux en plus. Hein. Ouais. Mais jamais eu de dette, mais par contre, jamais été radin avec moi-même. C'est-à-dire que le gros problème de la société aujourd'hui, surtout la société française, c'est qu'à l'école, on t'apprend à gérer l'argent et à dépenser l'argent des autres. C'est-à-dire, tu arrives dans une boîte, on va dire, tu as un budget d'1 million, 2 millions, ça devient le Monopoly, ça devient un jeu vidéo. Ouais. Donc, tu peux être bon en faisant ça, parce que c'est pas ton argent, parce que tu mesures pas le risque, tu as un budget, tu l'utilises, tu le consommes. Mais quand tu arrives, tu crées ta boîte, tu vas sortir 50 € à toi de ta poche. Tu réfléchis plus que quand c'est celui des autres. Je te garantis qu'il y en a plusieurs qui disent, mais j'attends de gagner avant de poser. Ouais. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça que le problème, c'est que je dis toujours donc c'est important de passer par ce moment où tu mets de toi, de ton argent, aussi petit soit-il. C'est important, c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. Et c'est pédagogique. Parce que à partir du moment où tu poses pas de l'argent à toi sur la table, ça veut dire que tu crois pas en ton projet, tu crois pas en toi. Et si tu passes ton temps à convaincre tout le monde que ton projet c'est le meilleur, que ce que tu fais ça a du sens et ça a de la valeur, mais t'es pas capable de mettre 100 € sur ton propre projet, ça veut dire que t'es un escroc. Ouais. Tout simplement. Donc t'as un doute. T'as un doute, un fort doute, mais à partir d'un moment... Tu crois pas dans ce que tu es en train de faire. C'est ça. Et ça veut dire qu'il y a quand même une hypocrisie de la personne. C'est vrai que des fois, il faut se regarder dans le miroir, se dire, voilà, je veux vraiment ça, mais il faut que j'y mette les moyens. Ouais.
Et les moyens, c'est pas mettre 2 000, 10 000, 20 000 euros. Moi, quand j'ai commencé Digital College, j'ai mis 300 euros. Voilà, c'était 300 euros pour le capital. Après, j'ai fait, voilà. Et aujourd'hui, ton capital, il est de combien? Beaucoup. beaucoup. T'as pas de problème avec les chiffres? J'ai pas trop de problème avec les chiffres. Parce qu'on va en parler de toute façon. Parce que pour moi, pour mesurer le côté scalable, tu vois, le côté, voilà, je grossis, je grandis. Clairement, tu l'as dit tout à l'heure, 6 élèves, 15 élèves. Aujourd'hui, 3500, c'est ça? Un peu plus de 4000, ouais. Un peu plus de 4000. C'est quand même, on est en train de parler de deux extrémités. Aujourd'hui, c'est une boîte, t'as commencé, tu galérais, t'avais du mal au niveau de ton bilan. Aujourd'hui, tu fais plusieurs millions d'euros. Oui. Il y a quand même un gap à ce moment-là. Il y a un très gros gap. Alors, on passe à l'étape où je te demande, à quel moment tu te dis, c'est bon, j'avais raison de persévérer. Et quelles sont les actions que tu mets en place pour faire en sorte qu'à ce moment-là, ça se pérennise? Parce que quelquefois, ça peut monter et redescendre. Oui. En fait, le premier déclic, c'est quand tu fais ton premier million de chiffre d'affaires. Pas là, avant. tu te dis, Avant, tu l'as pas eu. Non. C'était pas le nombre d'élèves, Non. c'était pas. Non. Avant ça, c'était. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le marché, quand tu le connais. Ah, dans le marché de l'éducation, tu veux dire. Marché de l'éducation, même le marché tout court, des services aussi. Ouais. Tu sais que voilà, c'est des chiffres d'affaires qui sont très complexes, très compliqués, que pour survivre, il faut un fonds de roulement quand même assez gros. Ouais. Et que si tu veux pas des gros chiffres, tu survis pas dans ce marché-là. Donc avant 1 million d'euros, t'as toujours pas réussi dans ta tête? Non. D'accord. Enfin, même après 1 million, j'ai pas réussi dans ma tête. Hein. Et même aujourd'hui, je peux pas te dire que j'ai réussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais quand on a fait le premier million, ça, je me suis dit, bon, là, c'est la porte, elle est ouverte, la lumière s'allume. Voilà. Donc, tu commences à voir les choses. Et après, tu commences à sourire. Tu commences à sourire. Mais surtout, tu commences à comprendre qu'il va falloir que tu structures des choses différemment aussi. Parce que Digital College, même si j'étais très organisé au début, 2 ans après, quand ça commence à fonctionner, c'est très chaotique. Tu changes de costume ou pas? Oui. Voilà. Oui. Tu changes de style vestimentaire, tu te sens plus grand? Non, mais alors sur ça, non, pas du tout. Sur ça, je suis toujours habillé pareil. Sur ça, on a été. Le seul truc qu'on a rentré, c'est qu'on a une tradition, c'est que les mercredis, on s'habille en noir. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est le seul truc qui a changé. C'est parce que on avait une superstition par rapport à ça. Et du coup, maintenant, les collaborateurs, quand ils commencent chez nous, mais mercredi, on s'habille en noir. Ils savent que c'est la journée du noir. Parce que le noir, normalement, c'est un peu le deuil. Hein. Ouais, ben nous, c'était un peu le deuil. Hein. C'est-à-dire que c'était à partir de 2 ans. On était dans la nouvelle année au mois de janvier. J'appelle Drissa, je fais demain tu es habillé en noir. Il me fait pourquoi? Parce que c'est le deuil de notre ancienne histoire. Ah. Et quand on arrivait ce jour-là habillé en noir, en fait, il y a plein de personnes. Alors nos sessions étaient tout le temps vides, c'est-à-dire personne qui venait à ces sessions. Donc parfois, on finissait, Drissa, on reprend nos activités, quoi. Et là, il y a du monde qui est venu. Et là, j'ai dit, ce couleur du noir, c'est plus la couleur du deuil maintenant, c'est la couleur de la naissance pour nous. Ouais. Et en fait, ou de la renaissance. De la renaissance, voilà. Et du coup, on s'est dit, on s'habille en noir ce jour-là. Et c'est vrai que ça perdure, c'est resté. Mais quand tu commences à faire 1 million de chiffre d'affaires, il y a des choses qui changent. Tu as des collaborateurs, tu dois structurer en équipe, tu dois structurer organisationnellement les choses différemment. Tu as plus de monde à gérer. C'est un autre costume que tu mets. Combien de collaborateurs aujourd'hui digital? Aujourd'hui, on a une centaine. Une centaine. Ouais, une centaine, ouais. Après, si on prend le Digital College Monde avec d'autres pays, on dépasse les 300, je pense. Combien de pays? On est, alors si je regarde en campus, on est à un peu plus d'une vingtaine. D'accord. Et normalement, on devrait doubler en 2023. Magnifique. Et en Donc France, tu n'étais pas prêt de t'arrêter. On n'est pas prêt de s'arrêter, non. Ouais. C'est le but. C'est intéressant parce que tu vois c'est très terre à terre comme histoire. En tout cas, ça permet aux personnes qui nous suivent de s'identifier. Le moment où tu veux créer, le moment où tu as des doutes, le moment où tu te rassures toi-même, tu n'y arrives pas forcément, tu as ces moments de colère que tu définis, t'es pas en train de pleurer mais presque, et tu te dis bon, il faut pas que je lâche. Et t'as cette patience incroyable qui manque à beaucoup pour y arriver. Tu attends ces 2 années et c'est à partir de cette 2e année, 3e année même, que ça décolle. Ouais. Donc tout ça pour dire aux personnes qui nous suivent, il faut être patient. C'est pas forcément une des premières qualités d'un entrepreneur, mais il faut être un bâtisseur. Donc il faut se dire qu'au fur et à mesure des années, on va accumuler l'expérience, les réflexes, les résultats de nos actions pour pouvoir se réaliser et passer à l'étape d'après. Et là, tu continues. Et donc, tu arrives au moment où ça commence à marcher, au moment où tu recrutes, au moment où tu es entouré. Et là, comment on fait pour rester focus, pas perdre la tête, pas prendre le melon, tu vois? Déjà, t'as tellement de travail que t'as pas le temps de prendre le melon. C'est vrai. Parce qu'on en voit qui prennent le melon. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que Digital College, c'est 100-200% de croissance par an. Chaque année, ça monte tellement que... Non-stop. Depuis quelle année? Depuis 2016.
Depuis 2007, chaque année, c'est 100 à 200% de croissance. C'est ça. Même en période de Covid. Même en période de Covid, oui. Parce qu'on a monté les écoles en ligne, on a monté des campus à l'étranger, enfin, on a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que tu te dis à ce moment-là, en fait, chaque année, c'est une nouvelle entreprise. Donc c'est comme si chaque année, tu recommences à zéro, sauf que tu commences avec un gros bagage et ça te permet d'avoir une gestion de riche. C'est un problème de riche, en fait. Et un problème ça devient un problème de riche. Au début, c'est un problème de pauvre et ça devient un problème de riche. Ouais. Un problème de riche, ça veut dire que, en fait, parfois, pour réussir certaines choses, il faut juste mettre les moyens. Ouais. Alors que le problème de pauvre, tu veux les mettre, mais tu les as pas. Tu les as pas. C'est vraiment deux concepts différents. Mais tu mets autre chose. Tu mets autre chose. Tu mets du cœur, tu mets de la personne, tu mets. C'est pas forcément. Tu mets de la croyance, tu mets plein de choses, mais tu tentes des choses. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que c'est un éternel recommencement. C'est un nouveau projet à chaque fois. Donc, ce cheminement du projet, de la réalisation du projet, tu l'as en permanence. À chaque fois, tu recommences un nouveau projet, une nouvelle idée à l'intérieur de l'idée. C'est ça, oui. C'est exactement ça parce que tu es obligé de fonctionner comme ça aussi pour te renouveler, ne pas rentrer dans une routine, parce que la routine tue. Ouais. Et moi, je dis toujours, de toute façon, aussi pour rebondir sur ce que tu as dit avant, tant que le monde ne m'arrête pas, je ne m'arrêterai pas. Et je pense que la limite, justement, pour t'arrêter, c'est si le monde te met à genoux, il te met à terre, éclate, c'est fini pour toi. Bon, ok. Mais tant que tu peux te lever et te battre avec tes mains, ton cerveau, ton corps et donner du répondant, faut le faire. The limit is the sky. C'est ça. Donc, tu continues en permanence. C'est quoi ta plus grande leçon dans cette aventure qui a été la tienne? C'est la remise en question. Ouais. Franchement, la remise en question depuis les 2 ans où ça a été très compliqué. Avant, je me remettais en question souvent. Maintenant, je me remets en question tous les jours. Ouais. Et même plusieurs fois par jour. D'accord. Et plusieurs fois par nuit. Et ça te fait du bien? Ça fait du bien, oui. Mais après, c'est fatigant parce que quand je parlais de gestion des émotions, plus tu avances, plus tu as des émotions à gérer. Tu as l'anxiété qui va venir en plus, tu as le quotidien, tu penses à la trésor, tu penses à plein de trucs. Tu dis, est-ce que j'investis pas? Est-ce que je mets de l'essence maintenant en plus? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que tu penses à l'image? Tu penses à tellement de facteurs. En fait, c'est additionnel. Donc, c'est comme si chaque année, ton sac à dos, il se remplit. Ouais. Mais par contre, l'avantage, c'est que plus il se remplit, plus tu as des gens qui t'aident à le porter. Ouais. Et c'est vrai que moi, je pense vraiment que pour survivre, il faut vraiment se remettre en question tous les jours. Tous les jours. Et vraiment s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que le fait de se remettre en question trop souvent n'est pas paralysant? Pour certaines personnes, ça peut être paralysant. Mais pour moi, si tu te remets en question, mais qu'en parallèle, tu as de l'action tous les jours, ça veut dire qu'il faut vraiment se... J'ai un mantra pour les entrepreneurs, c'est une entreprise qui n'avance pas est une entreprise qui recule. Donc ça veut dire que chaque jour, à partir du moment où tu te remets en question, mais que tu avances, tu es sur le bon chemin. C'est se dire, j'ai commencé à A ce matin, il faut que je finisse à B, et ensuite C, et ensuite D. Regarde, tu as des enfants. Ouais. Tes enfants, tu t'en occupes tous les matins, tous les soirs. Ouais. Mais l'entreprise, tu ne te traites pas comme tes enfants. Si tu ne t'en occupes pas tous les jours, tu perds quelque chose. C'est exactement la même chose. C'est vrai qu'il est important, quand tu as une boîte, surtout quand c'est la première, c'est ton premier gros bébé en plus, il faut absolument lui donner une attention quotidiennement. Qu'est-ce que tu as envie de dire au petit Ridouane, là, qui avait 6 ans, 8 ans, 9 ans, et qui te regarderait aujourd'hui, tu lui dis quoi? Reste comme t'es. Reste comme t'es. Reste comme t'es, ouais. Parce que c'est tout le chemin qui apporte ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent ton entourage, ces personnes qui ont pu te soutenir ou qui ont pu te douter aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très bien que c'est surcomplexe les relations humaines, les relations émotionnelles. Il y a des gens qui ont été là depuis le début qui sont toujours là, et eux, j'en serai éternellement reconnaissant. Mais il y a des gens qui croient pas en toi et aujourd'hui qui croient en toi, mais c'est toujours facile de croire quelqu'un qui réussit que quelqu'un qui échoue. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave. Chacun son histoire. Tu échoues demain, tu recommences ou pas? Oui. Sans problème? Sans problème. D'accord. Tu l'as dans le sang maintenant? Je l'ai dans le sang et en perfusion, tous les jours. Et ta plus grande leçon? Sur cette aventure? Sur cette aventure, c'est vraiment... faut toujours avancer step by step. Step by step. C'est vrai que tu vas toujours te prendre des murs, des ouragans devant toi. Et en fait, le problème, c'est que plus tu avances, plus les problèmes sont gros. Et c'est pour ça que les gens ils pensent que en fait quand tu vas avancer ça va être plus facile. Mais en fait non, c'est de plus en plus dur. Mais par contre, il faut savoir se battre de plus en plus fort. C'est un peu comme quand tu fais des arts martiaux, tu vas passer des ceintures. Pour être ceinture noire, c'est plus dur qu'une ceinture bleue. Même si tu pratiques depuis plus longtemps. Après tu t'ennuies, non? Tu passes les dan. Ah ouais. Deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, tu fais un autre sport. Je savais que tu avais toujours la réponse à tout. Tu continues. Tu continues de rêver. Est-ce que si je voudrais clôturer cet entretien en te posant une question personnelle? Bien sûr. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui à la tête de Digital College et après toutes ces années de persévérance, de combat, parce que ça a véritablement été un combat et aujourd'hui tu es là à la tête de cette belle boîte que tu as créée. Est-ce que ça te rend heureux? Aujourd'hui, ça me rend heureux, épanoui et accompli.
parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a réalisé quelque chose, qu'on a fait quelque chose de bien, que même si tout n'est pas parfait, et rien ne sera jamais parfait, c'est qu'on a cru en notre histoire. Elle s'est un peu modifiée avec le temps, mais en tout cas, elle est toujours présente et je sais qu'elle durera encore longtemps. Tu veux laisser un message aux gens qui nous suivent dans ta caméra? Alors, aux gens qui nous suivent dans la caméra, le message que je peux vous donner, c'est de jamais abandonner, de croire en ce que vous faites et de faire en sorte que lorsque vous avez un obstacle, de le contourner, de le détruire ou simplement parfois de changer un peu vos choses. Ne pas être obstiné pour moi aujourd'hui, c'est vraiment simplement de se dire que mon projet est perfectible, je peux l'améliorer, je peux le faire avancer, je peux l'emmener à un step suivant, mais de pas vraiment s'enfermer dans cette prison qui est l'obstination. Merci pour ce beau message. Non, c'est un message qui est puissant, c'est un message important et qui résume très bien ton aventure. Bravo pour cette inspiration que tu es et bravo pour tout ce temps que tu donnes aux jeunes. C'est le concept de Digital College et j'adore pour moi ce qui n'est pas un liner mais une punchline. Chez Digital College, on ne recrute pas l'élite, on la forme. On la forme. On ne recrute pas l'élite, on la forme. On adore cette phrase. Merci Ridwan d'avoir partagé ce moment avec moi et tous ces conseils avec notre audience. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'École des Boss.